À tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai eu des lectures diverses et variées, dans plusieurs genres, et dont une lecture où je ne sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Vous allez me dire comment tu peux te débrouiller. Je vous explique en temps utile. On va tout de suite commencer par le premier d'entre eux. J'ai lu Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. Dans ce roman, Jean-Laurent Del Socorro, il est parti de la légende du roi Arthur, légende bien connue, et il s'est dit, et si ce n'était pas Arthur qui avait libérer l'épée, mais si c'était quelqu'un d'autre. Donc il est parti de ce postulat-là, et il a basé son histoire sur le fait que c'était Morgane Pendragon, la fille cachée d'Uther Pendragon. Alors pourquoi elle était cachée, ça je ne vous le dirai pas, je vous laisserai le découvrir en lisant le roman. Et donc c'est Morgane qui va réussir à tirer l'épée de là où elle était emprisonnée. Et donc, elle va devenir reine de l'ogre, et elle va être aidée dans son métier de reine par Merlin, qui est son mentor depuis plusieurs années. C'est même lui qui a aidé à la cacher. Elle a un père adoptif, elle a un frère de lait, et elle a un amoureux qui n'est autre que Arthur. Et donc, on va progressivement suivre les débuts du règne de Morgane, la création de la fameuse table ronde. On va connaître on va retrouver des noms connus de la légende initiale, on va dire, Lancelot, Guenièvre, Perceval, Gauvin, Viviane, bref, tous ces noms qui ont fait la légende initiale, mais à la sauce Jean-Laurent Del Socorro. Et franchement, c'était bizarre comme sensation, c'était comme si on lisait une histoire connue, et pourtant, par certains côtés, complètement inconnue. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, je me suis énormément attachée à la personne de Morgane, qui découvre son métier de reine un peu sur le tas, faut bien le dire, avec ses surprises, avec ses trahisons, avec tout son lot de conciliation, évidemment, pour satisfaire ses alliés, ses guerres également. Et franchement, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé aussi la relation qu'elle a avec Arthur. Arthur qui est tiraillé entre lui, son besoin de reconnaissance, son besoin d'être un héros, parce qu'il est frustré, hein, on le sent tout de suite, hein, dès le début du roman, et on le sent frustré de ne pas avoir réussi à libérer l'épée. Donc pour lui, il lui manque quelque chose, il lui manque sa légende, il lui manque quelque chose qui lui permette de construire sa légende. J'ai beaucoup aimé ces espèces de tiraillements, le tiraillement de ce personnage. Voilà, j'ai tout aimé dans ce roman. Dès les premières pages, j'ai su que j'allais vraiment aimer ce roman. Un gros coup de cœur pour Morgane Pendragon. Franchement, si vous aimez la légende arthurienne, si vous voulez connaître cette histoire de « et si ça s'était passé autrement ?» foncez sur ce roman, et la plume de Jean-Laurent Del Socorro, elle vous happe dès le départ, et vous ne pourrez plus lâcher le roman jusqu'à la fin. Gros coup de cœur. Alors, ensuite, j'ai lu un roman, et c'est le roman dont je vous disais en introduction de cette vidéo, que je ne sais pas si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé. Il s'agit de Papillon de nuit de David Bello, publié aux éditions Tornada. Je crois que c'est la parution du mois de mai.
que je n'avais pas lu parce que j'étais en vacances et j'avais cru le télécharger sur ma liseuse. Et au moment où j'ai voulu le lire en vacances, je me suis aperçue que je ne l'avais pas téléchargé. Il était sur mon PC, mais il n'était pas sur ma liseuse. Bon, voilà. Donc ces chaussettes, je l'ai lu à mon retour de vacances. Donc dans ce roman, on va faire la connaissance de Tiffany, qui est photographe, et elle vit dans la petite ville de Opatoma. Alors, Opatoma, c'est une ville, on se rend bien compte que c'est un peu space, hein, quand même, hein, comme ville. Notamment dans le préambule, on dit, c'est chelou quand même, Opatoma. Et donc, elle est photographe là-bas, et elle couvre tous les ans la fête donnée en l'honneur du fondateur d'Opatoma, où tous les habitants de la ville se déguisent en vêtements de l'époque et revivent un petit peu les événements qui ont donné cours à la création de cette ville. Et le soir de cette fameuse commémoration, Tiffany prend des photos et elle est avec sa fille Lily, qui est âgée de 7 ans. Elle est avec sa mère et voilà, Tiffany lui dit, moi voilà, t'éloigne pas trop. Et elle continue à faire ses photos. Et il s'est peut-être écoulé 5 minutes, peut-être moins. Et là, Tiffany s'aperçoit que Lily a disparu. Et là, va commencer la descente aux enfers de Tiffany. On la retrouve 1 an plus tard, dans un état lamentable. Tiffany est devenue une locumène, voire même encore moins qu'une locumène. Elle est tombée dans la drogue, elle se scarifie. Enfin, elle est tombée vraiment extrêmement bas. Elle a énormément de mal à reprendre le dessus. L'enquête sur la disparition de Lily est au point mort, parce qu'au bout d'1 an, la police n'a toujours pas trouvé le moindre indice suggérant d'abord que la petite fille est toujours vivante, et ne serait-ce qu'un début de piste. Et tout va basculer le jour où un enfant va disparaître dans les mêmes circonstances que Lily. Et là, ça va donner un sursaut d'espoir à Tiffany, d'autant plus que son dealer de drogue lui a donné 2 nouvelles pilules à tester. Et lorsqu'elle en prend une pour la première fois, Tiffany va être transportée dans le passé, à l'époque, en 1800 et des bananes, dans la ville d'Opatoma d'alors. Et elle va très vite comprendre que les événements du passé sont clairement liés aux événements actuels. Alors, dans ce roman, clairement, si vous voulez l'apprécier, il va grandement falloir ouvrir vos chakras livresques. Parce que voilà, le voyage temporel sous effet de la drogue, faut l'accepter en tant que fil rouge de ce roman. À partir du moment où vous avez accepté la proposition de l'auteur et vous vous dites, bon bah ok, où est-ce que tu vas nous emmener? Ok, je te suis. À partir de ce moment-là, ok, vous suivez avec intérêt ce roman. Mais si vous n'adhérez pas à la proposition de départ de l'auteur, ça va être extrêmement compliqué d'adhérer à ce roman et d'aimer ce roman. Alors, moi, je suis partie du principe, ok, j'accepte ta proposition, on va voir où ça nous mène. Et crotte enfin, voilà. Et je me suis dit, ok, mon petit David, je te suis. Et on va voir où tu nous mènes. Alors, effectivement, ça peut être tiré par les cheveux. Mais je vous dis, si on accepte le principe, pourquoi pas? Et je suis allée jusqu'au bout de ce roman pour un final qui explique vraiment beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé cette fin. Je crois même que j'ai plus aimé la fin que l'entièreté du roman. J'ai plus aimé cette fin. Cette révélation finale qui explique énormément de choses et qui laisse quand même un petit goût. Ouais, la petite touche de fantastique ajoute un petit plus finalement à ce roman.
En revanche, le personnage de Tiffany, j'ai pas du tout apprécié. Alors, je l'ai pas du tout apprécié. Elle est exécrable, non, mais elle donne pas envie d'avoir de l'empathie avec elle, malgré l'horreur de sa situation. Alors, je sais pas, moi, si un jour un de mes enfants disparaissait dans les circonstances de la disparition de Lily, je ne sais pas comment je réagirais. Mais de là à tomber dans la drogue, dans la scarification, je trouve que c'était peut-être un chouïa trop dans la descente aux enfers de ce personnage. C'est ça, moi, qui m'a gênée un petit peu dans ce roman. J'ai adhéré au côté fantastique de ce roman. Et je vous dis, à partir du moment où vous adhérez, ça roule tout seul. Alors, franchement, si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Venez discuter avec moi en message privé, au pire sur Instagram, pour éviter de spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais j'aimerais vraiment avoir votre ressenti sur ce roman. J'ai aimé globalement l'histoire, mais j'ai pas aimé du tout son personnage principal. Alors bon, lisez-le pour vous faire votre propre opinion et revenez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Ensuite, j'ai lu un manga, une fois n'est pas coutume, vous en voyez très peu sur la chaîne. J'ai reçu ce manga grâce à l'opération graphique, masse critique graphique de Babelio. Il s'agit de Magnum Opus, Le secret de la pierre rouge, l'épisode 1 de Heitor Amatsu aux éditions de la Nouvelle Hydre. J'ai adoré ce manga, j'ai adoré ce tome 1. On fait la connaissance de Magnum, hein, ce jeune garçon ici, qui vit dans une petite bourgade où la pauvreté et la famine sévit. C'est extrêmement difficile de trouver de l'eau et de la nourriture pour les habitants. Il vit avec ses parents et son petit frère. Et il parcourt voilà, le village pour essayer de trouver à manger. Et ils ont un héros local qui s'appelle Graham. C'est un chevalier au grand cœur. Il fait tout pour la population. Il leur apporte à manger, à boire, des petits cadeaux pour les enfants. Enfin voilà, c'est le héros local. Et c'est le héros de Magnum. Il rêve de lui ressembler, d'être un chevalier comme lui. Et un jour, Graham lui donne rendez-vous, ainsi qu'à sa copine Platina, pour le retrouver dans la forêt. Il va lui confier une mission. Alors voilà, Magnum ne touche plus terre, et avec sa copine Platina, ils vont donc sur le lieu de rendez-vous. Mais là c'est catastrophe. C'est catastrophe, étant donné qu'il retrouve le cadavre de Graham. Il est mort. Donc voilà, tout l'univers de Magnum bascule, mais voilà, il récupère le bouclier de Magnum, et Platina va faire quelques recherches sur ce fameux bouclier, et elle va se rendre compte que le bouclier enserre une pierre qui a énormément de pouvoir, et en fait que le bouclier est en fait une carte. Et ils vont se mettre en tête de retrouver l'endroit qui est désigné par la pierre pour peut-être essayer de sauver leur village et sauver leur famille et ainsi être les héros tant espérés. J'ai adoré ce premier tome. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les graphismes. Voilà, j'ai adoré les graphismes, j'ai adoré l'histoire. Il y a encore beaucoup de choses qui sont, beaucoup de questions qui sont en suspens. Et évidemment, arrivé à la fin du tome, eh ben, on n'a qu'une seule envie, c'est de se jeter sur le tome 2, que je n'ai pas, forcément, parce que sinon c'est pas drôle. Et franchement, il va vraiment falloir que je me procure, je vais regarder s'il n'est pas disponible à la médiathèque, près de chez moi, ou à la bibliothèque, ou je ne sais où, enfin bref. Il va vraiment falloir que je me le trouve, parce que j'ai beaucoup aimé, et c'est une trilogie, c'est pas une saga de manga en 28 000 tomes, c'est juste une trilogie, c'est aisément lisible par les jeunes, à partir de 13-14 ans, je dirais.
par les adultes. Voilà, c'est lisible par vraiment plein de monde. Il peut très vite trouver son public. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome de cette trilogie, très prometteuse. Ensuite, en audio, j'ai écouté Les Annales de la Compagnie Noire, le tome 2, Le Château Noir de Glenn Cook. Je vous mettrai la vignette ici. Dans ce deuxième tome, on retrouve nos amis de la Compagnie Noire, ces mercenaires de la Compagnie Noire, qui ont élu domicile dans la petite bourgade de Genépi. Petite bourgade où il se passe des choses un peu bizarres, où il y a des disparitions étranges. Des gens disparaissent sans laisser de traces du jour au lendemain et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et très vite, le doc, Toubib, et les membres de la Compagnie Noire vont se douter que le château qui surplombe Genépi, qu'on appelle le Château Noir, n'est peut-être pas complètement étranger à ces fameuses disparitions. Et on va suivre l'enquête de la Compagnie Noire sur ces étranges disparitions et sur ce château, ce fameux château. J'ai adoré retrouver cette Compagnie Noire dans ce tome où il y a un peu plus d'action que dans le premier tome. Le premier tome était extrêmement introductif. Là, il y a un peu plus d'action dans ce second tome. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, ce qui m'encourage à poursuivre la saga. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse. On en apprend un peu plus sur un mystère qui avait commencé à être développé dans le tome 1. On en apprend un peu plus dans ce deuxième tome, mais il y a encore des questions en suspens qui, j'espère, trouveront réponse dans la suite, forcément. Moi, j'aime bien le Toubib, j'aime bien sa façon de raconter les aventures de la Compagnie Noire. J'aime beaucoup sa façon de raconter les choses. Et voilà, c'est toujours encore un pur kiff. Et franchement, à l'audio, ça passe nickel chrome. Donc, je ne saurais trop vous recommander de découvrir cette saga à l'audio si vous en avez l'occasion. Donc voilà, ce Qu'as-tu lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère, avec mes mots simples, vous avoir donné envie vraiment de découvrir les romans dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez mes chroniques pertinentes, si je trouve les bons mots, vraiment pour vous donner envie de découvrir les romans que je vous présente. Parce que franchement, quand je me réécoute au montage de la vidéo, je me dis, mais putain, mais tu sais pas parler de bouquin, meuf. C'est nul, c'est tellement nul. Et puis, voilà, dites-moi en commentaire, voilà, si je trouve vraiment les bons mots qui vous donnent envie et que je vous donne envie de découvrir les titres que je vous présente en vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage, à laisser des commentaires, c'est hyper important pour le développement de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!